On va étudier un nouveau chapitre, l'énergie mécanique. C'est la suite du chapitre précédent et j'ai presque envie de dire que c'est une simplification du théorème de l'énergie cinétique que nous avions vu précédemment. Alors, je vous avais déjà présenté un petit peu l'énergie en disant donc que si vous étiez donc à un point A, vous faites travailler une force pour aller au point B, eh bien au point B vous serez de façon imagée fatigué, donc vous avez perdu de l'énergie. Et le travail de cette force c'est égal à une variation d'énergie. Alors il y a un petit signe moins puisque vous avez perdu de l'énergie pour fournir ce travail. On va détailler cette expression. Alors l'énergie potentielle ne concerne que les forces conservatives, et donc nous on a vu une force conservative, c'est la force de pesanteur. Je vais prendre un exemple simple, vous avez une masse M qui va aller d'un point A à un point B. Si je regarde les forces qui s'exercent, j'ai le poids, puisque mon objet a une masse M, qui entraîne donc l'objet vers B. Ici j'ai la réaction du support, vous voyez c'est un cas particulier, ici j'ai un angle de 90 degrés, donc ça veut dire que le cosinus est égal à 0, ça veut dire que cette force ne va pas travailler. Rien ne s'oppose au déplacement vers le bas, ça veut dire qu'il n'y a pas de force de frottement. Quand la réaction donc forme un angle de 90 degrés, ça veut dire que vous êtes sans frottement. Donc j'ai juste le poids à étudier. Si j'étudie donc le travail du poids entre A et B, je reprends les expressions qu'on a vues au dernier chapitre. Le travail pour aller de A à B du poids c'est mgh, h c'est la hauteur entre A et B, et si je place un repère, je peux repérer en fait la position de A et de B par rapport aux ordonnées, et l'expression devient mg za moins zb. Cette expression du travail est égale à une variation d'énergie, et ici c'est l'énergie potentielle de pesanteur. Alors pour supprimer ce signe moins, il y a une petite astuce, c'est au lieu d'écrire ZA moins ZB, ben je vais écrire ZB moins ZA. Donc ma variation d'énergie potentielle de pesanteur, c'est ZB moins ZA. Donc attention, c'est bien ZB moins ZA, c'est-à-dire état final, moins état initial. Alors que pour le travail, c'était l'opposé. Donc l'énergie potentielle mg, c'est Z final moins Z initial. Quand j'ai un repère, des fois, j'en ai pas besoin, donc j'utiliserai aussi la relation mgh, ça marche aussi, c'est suivant les exercices. Les unités, l'énergie, c'est comme le travail, c'est en joules. H, c'est une différence d'altitude en mètres. G, mètres secondes moins 2, masse en kilos, je ne quitte pas le système international pour retrouver donc des joules. On va détailler un petit peu donc l'énergie potentielle. Si je développe mon expression, je peux écrire que c'est mgzb moins mgza. Et donc je peux dire que c'est l'énergie au point B moins l'énergie au point A, état final moins état initial. Et donc l'énergie potentielle en un point s'exprime tout simplement mgz. Voilà, j'ai défini donc l'énergie potentielle de pesanteur en un point A, c'est mgza, l'énergie potentielle de pesanteur au point A. Les unités, ça n'a pas changé, mais attention, si j'utilise cette expression, je dois avoir un repère, puisque z est une ordonnée. Donc il vous faut toujours une origine. Généralement, dans les exercices, on va toujours prendre le sol. Mais des fois, dans certains exercices, on prend un point qui va être différent. C'est pas gênant, puisque généralement, on calcule des variations d'énergie. J'ai défini l'énergie potentielle de pesanteur. J'ai besoin aussi de l'énergie cinétique. Ça n'a pas changé, c'est exactement les mêmes relations. Et maintenant, je vais pouvoir enfin définir l'énergie mécanique. L'énergie mécanique est une définition très simple. C'est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle.
on va pouvoir l'écrire de la façon suivante, EM égale EC plus EP, évidemment les unités c'est forcément des joules. Quel est l'intérêt d'étudier l'énergie mécanique? Eh bien, l'énergie mécanique se conserve au cours d'un mouvement. Vous allez du point A au point B, vous avez la même énergie mécanique au point A qu'au point B. EM égale EC plus EP égale constante. C'est intéressant, en physique on aime bien les constantes, ça permet d'étudier beaucoup plus facilement les phénomènes qui se passent. On peut prendre un raccourci en étudiant donc la variation de l'énergie mécanique. Si vous parlez de variation, puisque c'est une constante, elle va être nulle, et donc vous pouvez écrire que delta EC plus delta EP est égal à 0. Maintenant, je peux donc écrire que delta EC est égal à l'opposé de delta EP. La variation d'énergie cinétique est égale à l'opposé de la variation d'énergie potentielle. Ce qui signifie que si l'énergie cinétique augmente, l'énergie potentielle diminue, et réciproquement. Attention, on ne parle que de force conservative pour l'énergie potentielle. Donc si vous êtes soumis à des frottements, l'énergie mécanique ne se conserve pas, mais va diminuer. Dans cette deuxième partie, on va essayer d'utiliser le concept d'énergie pour étudier un mouvement. Donc on va prendre un mouvement relativement simple, comme le lancer d'une balle. Jusqu'à présent, vous avez le lancer de la balle, et puis quand la balle va quitter donc la main, elle aura une certaine vitesse. Elle a une vitesse, d'après le principe d'inertie, s'il n'y a pas de force, elle va continuer en ligne droite indéfiniment. Mais cette balle est soumise à une force, donc le poids, qui va la tirer vers le bas. Lorsque la balle va monter, la force va travailler de façon négative, elle s'oppose au déplacement, et donc ça va modifier la vitesse. Maintenant, on peut faire une étude énergétique. Vous avez quitté la main, donc vous avez une énergie mécanique, et parce que vous avez une vitesse et vous êtes à une certaine hauteur. Donc vous avez l'énergie mécanique, EM égale EC plus EP. Lorsque vous prenez de l'altitude, en fait, vous allez augmenter votre énergie potentielle. Comme l'énergie mécanique est constante, si vous augmentez l'énergie potentielle, vous avez diminué en énergie cinétique. Donc la vitesse de la balle va forcément diminuer. Ensuite, vous allez atteindre un maximum de hauteur lorsque toute l'énergie cinétique se sera transformée en énergie potentielle. Et donc, ainsi de suite. Donc, on peut raisonner avec le concept d'énergie en raisonnant sur des transferts. Vous avez l'énergie cinétique qui va se transférer à l'énergie potentielle. Donc, à la descente, je vais pouvoir y faire exactement le même raisonnement. Lorsque la balle va descendre, elle va perdre de l'énergie potentielle et je vais gagner en énergie cinétique, puisque l'énergie mécanique va être constante durant tout le mouvement. Si je peux bien sûr négliger les frottements, et a priori dans ce cas c'est bon. Donc l'énergie mécanique, que ce soit à la montée, que ce soit en haut, que ce soit en bas ou un instant au milieu, elle est constante. Et je vais parler que de transfert d'énergie entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Donc on verra dans une deuxième partie l'utilisation des transferts d'énergie. Je reviens à cette page parce qu'il y a une dernière formule qui est au programme et qui est liée donc à la non-conservation de l'énergie mécanique. Qu'est-ce qui se passe si vous avez une variation d'énergie mécanique au cours de votre déplacement? Eh bien, il faut reprendre en fait le théorème de l'énergie cinétique. Je ne vous fais pas la démonstration. Mais si vous avez entre l'état final et l'état initial une variation d'énergie mécanique, elle sera toujours négative et elle sera égale au travail des forces non conservatives qui s'appliquent au système. Donc cette formule permet de retrouver le travail des forces de frottement, voire de déterminer les forces de frottement. Donc un petit rappel sur les 3 chapitres que l'on a vus, où on a vu donc la variation de vitesse en fonction des forces. Donc
le premier chapitre, la somme des forces est égale à mdv sur delta t. On va utiliser cette formule quand on connaît toutes les forces, et elle est valable généralement à un instant t ou entre deux instants t pour connaître la variation donc de vitesse. Ensuite, on a vu le travail des forces est égal à la variation d'énergie cinétique. Donc la relation sera utilisable sur un parcours. Et donc on a vu que l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Et c'est une constante au cours du mouvement. C'est une évolution de la relation précédente. Donc je vais terminer par l'historique. On a en gros la première relation, c'est au début du 19e siècle, on n'a que des forces centrales et que des équilibres. Au cours du 19e siècle, on va étudier donc au déplacement, et le 19e siècle va finir avec l'étude de l'énergie, qui paraît donc une relation simplifiée, puisqu'on est généralement on néglige les frottements, mais c'est utilisable dans plein de domaines de la physique où on va parler de transfert d'énergie. Donc le 19e siècle se termine avec l'utilisation donc de l'énergie en physique théorique. Donc au XXe siècle, on a compris les phénomènes énergétiques, on sait les interpréter, on sait les utiliser. Mais maintenant, comment doit-on utiliser ces connaissances ?